Bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences du réseau. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Philippe Bérubé-Mercier, qui est étudiant à la maîtrise pour Diane Tap, et Bénédicte Guimont, qui est une infirmière à la maison Michel Sarrazin, qui vont nous entretenir sur les lésions de pression. En fait, c'est une validation d'outils et analyse des facteurs. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Merci François pour la présentation. Comme François l'a dit, là, je m'appelle Philippe Bérubé-Mercier. Je suis étudiant à la maîtrise avec mémoire. Je travaille aussi au CHU Québec comme infirmier clinicien et stagiaire de recherche là, au CRI-CPQ Université Laval. Avec moi, il y a Diane Tap qui est professeure là, à la faculté de sciences infirmières de l'Université Laval et Bénédicte Guimont qui est conseillère clinique à la maison Michel Sarrazin. Donc, comme François a dit, aujourd'hui, c'est une conférence sur les lésions de pression, validation d'outils et analyse de facteurs. J'ai entre autres participé là, dans le cadre de mes fonctions comme stagiaire de recherche dans l'extraction de données de ce projet de recherche-là durant l'été 2018. Diane et Bénédicte sont disponibles pour en guise de support puis de répondre aussi aux questions plus spécifiques là, au niveau, si vous en avez à la fin là, en guise de discussion. Donc, voici le plan que je vous offre, que je vous propose pour la présentation. Tout d'abord, je vais faire une mise en contexte du projet et de la démarche. Par la suite, une définition du projet va vous permettre de mettre en lumière la collaboration entre la Maison Michel Sarrazin et l'Université Laval, ainsi que la présentation du but de recherche. De plus, la méthode de collecte et l'analyse effectuée sera présentée durant la méthodologie. Les différents résultats préliminaires seront décrits tout en expliquant leur impact dans les résultats de la discussion. Et en guise de conclusion, je vais vous présenter l'avenue des années futures pour les futurs projets de recherche. Donc, en guise de rappel, les lésions de pression, sont localisées là, au niveau de la peau et des tissus mous. C'est généralement situé au niveau d'une prééminence osseuse ou lié à un dispositif médical comme une sonde urinaire. Elle se produit en raison d'une pression intense prolongée combinée à un cisaillement. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un cisaillement, c'est une friction, une pression intense là, entre une surface et la peau d'un patient. Puis la tolérance des tissus peut être influencée par plusieurs facteurs, dont le microclimat, la nutrition, la perfusion des tissus, les comorbidités, l'état des tissus, etc. Selon la littérature, la prévalence des lésions de pression, c'est équivalent environ à 30 puis les patients sont plus à risque à cause de plusieurs facteurs, là, donc, dont la prise de médicaments, l'altération de l'état de conscience et la cachexie. En tant que centre hospitalier privé, la Maison Michel Sarrazin se doit d'être accréditée par Agrément Canada. La Maison Michel Sarrazin, comme vous le savez, c'est un leader clinique et scientifique dans le domaine des soins palliatifs au Québec. Ils ont un mandat supra-régional, c'est-à-dire qu'ils se doivent d'offrir du support aux différents milieux de soins palliatifs. Ils ont aussi un mandat d'enseignement et scientifique. Et suite aux recommandations de... Oui. Suite aux recommandations faites par Agrément Canada, ils ont développé et mis en place un programme de prévention et de détection de lésions de pression en fin de vie. Le programme de prévention consiste premièrement à une mesure via l'échelle de Braden. Suite à un pré-test de plusieurs outils, le PPS a été choisi car justement, selon la littérature, il était corrélé avec le Braden, fortement corrélé. L'identification de 22 facteurs a été faite lors d'une revue de littérature faite par différentes personnes à la maison Michel Sarrazin. Et il y a un suivi systématique des lésions de pression qui est fait dès l'admission à chaque semaine jusqu'au décès. L'échelle de Braden, c'est un outil qui est grandement là, utilisé dans divers milieux au Québec. Ce consiste en fait à 6 domaines, dont la perception sensorielle, l'humidité, l'activité, la mobilité, la nutrition, la friction et les cisaillements. Le tout est rapporté sur un score de 23, puis un score inférieur à 9 signifie qu'une personne a un risque sévère de développer une plaie.
Par la suite, le Palliative Performance Scale, c'est un score global là, variant de 0 à 100%. Ils vont prendre en compte la mobilité, l'activité, l'intensité de la maladie, l'autonomie pour les soins personnels, l'alimentation et le niveau de conscience. Et plus que le score est élevé, et ça signifie là, que la maladie a peu d'impact sur le fonctionnement global du patient. Les 22 facteurs, dont l'immobilité, l'altération de l'état de conscience, l'altération cognitive, le déficit sensoriel, ainsi, bon, en fait, ils ont été identifiés, comme je dis avant, là, par une revue de littérature faite par différents acteurs à la maison Michel Sarrazin. Le projet, c'est un projet original parce que actuellement, il n'y a aucun outil dédié pour la clientèle en fin de vie disponible en français. Les retombées sont potentiellement élevées parce que l'outil permettrait de prévoir la trajectoire de l'apparition d'une lésion de pression. Puis aussi, le projet peut se transférable dans plusieurs milieux parce que justement, l'incidence est très élevée, là, 30% en soins palliatifs. Puis c'est dans l'intérêt de tous les milieux là, de soutien, de meilleurs outils afin d'assurer, de prévenir les plaies de pression puis d'assurer un confort. Parce que les plaies de pression, justement, peut apporter de l'inconfort chez les patients. La maison Michel Sarrazin a rencontré quelques questionnements problématiques là, lors du développement puis du développement de leur programme. Premièrement, le Braden n'a pas été validé en soins palliatifs, et le PPS n'a pas été développé à cet usage. Depuis, le formulaire est assez long à compléter. Là. Si on se rappelle, il faut prendre une mesure de l'échelle de Braden, une mesure du PPS, identifier les 22 facteurs, faire le suivi systématique des plaies, et ce, à la mission à chaque semaine et au décès. Donc, c'est pas négligeable là, comme temps que ça prend pour les infirmières. Puis de plus, il y avait comme but là, de trouver un outil qui était simple et assez rapide là aussi dans tout le système pour venir évaluer les patients là, de façon complète tout en étant assez rapide aussi. Donc, depuis, il y avait des questionnements au niveau de la hiérarchie, je m'excuse, des différents facteurs. Puis on se demandait si tous les facteurs étaient pertinents aussi. Donc, tous ces questionnements ont prouvé la pertinence d'un partenariat entre l'Université Laval et la Maison Michel Sarrazin pour faire un projet de recherche, puis voir plus clair aussi. Donc, les objectifs de recherche sont d'évaluer la cohérence interne de l'échelle de Braden, d'évaluer la capacité de l'échelle de Braden et du PPS à prédire l'apparition d'une lésion de pression et d'analyser la corrélation entre les facteurs contenus dans le formulaire et le risque de développer une lésion de pression. Une approbation éthique qui a été obtenue là, au niveau du comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval et du comité d'éthique à la recherche de la Maison Michel Sarrazin. Le projet consistait là, en une étude rétrospective de 120 dossiers de patients décédés à la Maison Michel Sarrazin. Et les dossiers là, dataient là, entre juin 2017 et octobre 2017. L'extraction de données relatives aux outils, aux lésions de pression, aux facteurs de risque, aux données socio-démographiques et aux surfaces thérapeutiques ont été faits par 2 auxiliaires de recherche, dont moi. Puis le mandat était d'extraire 3 semaines de données par dossier. Je prends une petite café d'eau. En guise d'analyse, la cohérence interne a été évaluée par un alpha de Cronbach. La cohérence interne permet d'évaluer si tous les items mesurent le même concept en vérifiant si ceux-ci sont interreliés et homogènes. Ensuite, la corrélation de Pearson a été calculée entre l'échelle de Braden pour voir si les 2 échelles justement sont liées entre eux, les résultats. Et des analyses univariées de corrélation puis des régressions multiples ont été faites pour chacune des semaines en fonction des variables identifiées comme candidates lors des analyses univariées. Puis pour finir, le logiciel SAS a été utilisé pour faire les différentes analyses statistiques.
Donc, les analyses ont été conduites au niveau de 113 dossiers parce qu'il y avait des données manquantes au niveau de ce dossier, reliées à soit à un formulaire qui était incomplet euh, ou lorsque le dépistage n'était pas mentionné. Au niveau des résultats, on peut voir qu'il y a une plus grande proportion de femmes que d'hommes, équivalent environ à 57% de femmes et 43% d'hommes. L'âge moyen était de 72 ans. Donc, le patient le plus jeune avait 39 ans et le patient le plus vieux avait 96 ans. On peut voir aussi que plus que la moitié des patients provenaient des centres hospitaliers, suivant par la suite le domicile, une infime partie provenait des centres d'hébergement. Au niveau, environ 34,5% des patients développaient une nouvelle plaie à la première semaine, suivant par la suite environ 36% qui développaient une plaie à la deuxième semaine et 32% environ qui développaient une plaie à la troisième semaine. Donc, l'échelle de Braden a obtenu comme score total un alpha de comeback se situant entre 0,82 et 0,86 à la semaine 1, 2 et 3. Aussi, la corrélation entre l'échelle de Braden et le PPS se situait entre 0,79 et 0,87, les deux significatifs là, à la semaine 1, 2 et 3. Puis on peut voir aussi qu'il n'y avait pas d'évidence d'un effet constant au-delà du hasard entre les outils et le risque de détecter une lésion de pression. Lors des analyses univariées, on peut voir que deux facteurs ont ressorti. On estime que le risque de développer une lésion de pression à la semaine 1 est 2,5 fois plus élevé chez les patients cachectiques que les patients non cachectiques. Puis on estime que le risque de développer une lésion de pression à la semaine 2 est 5 fois plus élevé là, chez les patients âgés de 65 ans et plus. Et pour finir, on peut voir qu'un score élevé du PPS à la semaine 1 a un léger effet protecteur, l'équivalent à 0,917 par rapport à l'apparition d'une lésion de pression à la semaine 3. Donc, pour la discussion, on peut voir que le Braden, avec les résultats qu'on a obtenus, que le Braden est très fidèle, comme que les autres écrits le mentionnent, en fait, les études le mentionnent. Puis on peut venir remettre en question la pertinence du Braden parce que justement, il n'y a pas de lien entre le score du Braden et l'apparition d'une lésion de pression de manière significative, et ça, indépendamment du risque là, relié au score obtenu. C'est une chose qui n'est pas banale là, à constater parce que justement, le Braden est utilisé dans plusieurs milieux. Puis nous, les résultats disent là, que justement le Braden ne serait pas nécessairement le meilleur outil là, pour détecter une lésion de pression en soins palliatifs. Même si le PPS là, semble facile d'utiliser et intéressant, convivial, premièrement, il n'a pas été conçu pour détecter les lésions de pression. De plus, comme les écrits le prouvent et comme nos résultats aussi le prouvent, le PPS est fortement corrélé avec le Braden. Donc, si on dit que le Braden n'est pas recommandé pour venir détecter les lésions de pression, ben, ici, là, nos résultats confirment justement qu'ils sont fortement corrélés, donc on ne peut pas non plus conseiller là, le PPS comme outil. Et dans les analyses multivariées, la cachexie et l'âge seraient les seuls facteurs liés de manière significative dans l'apparition d'une lésion de pression. Il y a eu plusieurs limites, donc j'ai décidé de les séparer là, en trois sections, donc la méthodologie, le formulaire et la pratique infirmière. Premièrement, on avait un échantillon qui était quand même faible, là, de 120 dossiers pour les analyses qui étaient réalisées. Puis il aurait fallu avoir un échantillon là, environ de 330 dossiers, mais le côté financement, là, c'était pas nécessairement là, possible. Puis de plus, là, le délai entre l'apparition d'une lésion de pression, puis il y avait un délai là, entre l'apparition d'une lésion de pression et la détection par l'infirmière, soit relié avec le dépistage thématique là, ou autre facteur. Au niveau du formulaire, on
on s'est rendu compte en cours de processus que certaines infirmières basaient leur score PPS avec celui du Braden. Et ça pour plusieurs raisons. Le PPS et le Braden étaient sur le même formulaire, sur la même page. Donc, l'infirmière devait cocher si oui ou non le Braden, si le PPS était corrélé avec le Braden. Enfin, ainsi induire là, un biais majeur. Là. Au niveau des facteurs, ben, ceux-ci sont pas nécessairement tous exclusifs. Je vais prendre un exemple là, de la prise de médicaments, exemple sédatif, et l'altération de l'état de conscience. Donc, on peut voir que les deux s'entrecroisent, parce que justement, le sédatif va venir diminuer là, la vigilance du patient. Mais de plus, il va coter au niveau de l'altération de l'état de conscience, parce que justement, son état va être altéré. Donc, puis non plus, les facteurs n'étaient pas nécessairement mis tous à jour dans la grille. Puis les auxiliaires de recherche devaient aller à chaque semaine lire les notes infirmières pour venir extraire les différents facteurs. Euh, lors de l'identification des facteurs de risque, il y a différentes mesures là, qui étaient mises en place pour prévenir les lésions de pression. Puis ça, c'est en somme toute une bonne pratique de la part des infirmières de Michel Sarrazin. Par contre, ça a le plus joué au niveau de nos données. Là. Je vais prendre l'exemple de la cachexie. Lorsque les patients, la première semaine, avaient présenté de la cachexie, mais les infirmières pouvaient venir là, choisir une surface thérapeutique qui était plus adéquate justement pour venir prévenir des lésions de pression. Puis, cet exemple, fait c'est ça, puis exemple, on prend l'exemple de la maison Michel Sarrazin, que justement, ils ont beaucoup de surfaces thérapeutiques, puis ils ont accès rapidement à ce type de traitement, que comparativement à d'autres milieux, qui c'est pas nécessairement possible d'intervenir aussi rapidement. Donc ça peut avoir une influence là, au niveau des résultats là, obtenus. Donc, en termes de... Ça a été vite. Je m'excuse. En termes de conclusion, ben, la question se pose, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait intéressant là, d'avoir un nouvel outil, d'en adapter un, d'en traduire un nouveau? Donc, il y a plusieurs outils là, qui sont disponibles là, pour venir dépister les lésions de pression, mais sont disponibles en anglais, comme le Waterloo Scale, le Norton Scale, le Assessment Pressure Source Scale. Donc, ce serait intéressant d'explorer ça. Sinon, ce serait intéressant là, de faire une étude descriptive qualitative, justement pour identifier des nouvelles variables ou des nouveaux facteurs. Et il serait aussi nécessaire là, pour un projet futur d'avoir un design afin de mieux contrôler les différentes variables extérieures pour ainsi limiter là, les biais qui sont associés. Donc, je voulais remercier tout d'abord la QSP parce que c'est grâce à un financement de leur part là, que le projet a vu jour, en fait, puis a pu être fait aussi. Et un gros merci là, au co-chercheur Frédéric Douville, qui est professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Marianne Beaulieu, qui est aussi professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Et Jérôme Pelletier, qui est professeur à la Faculté des sciences infirmières, mais lui à l'Université du Québec, à Rimouski. Donc à l'IUCPQ, au RQSPAL, à l'Université Laval et à la Maison Michel Sarrazin. Donc, voici les références.